Dans quelques années, les robots devraient faire partie de notre quotidien. On les appelle déjà les robots de service. On en trouvera au travail, à la maison ou à l'école. Ils devraient bouleverser nos habitudes de vie pour le meilleur ou pour le pire. Avant de poser ces questions à nos invités, d'abord ce reportage tourné au salon InnoRobot à Lyon. Dès la rentrée prochaine, voilà l'étrange élève que 3 établissements scolaires français accueilleront. Un élément au physique pas forcément très gracieux, mais capable de parler et d'entendre. Derrière ce robot se trouvera un vrai collégien présent à distance grâce à Internet, un jeune hospitalisé ou contraint de rester chez lui pour cause de maladie, qui pourra ainsi poursuivre ses études. Je déplace le robot via le clavier et je peux donc interagir avec mon professeur, voir ce qui se passe dans le cours. Je peux choisir de me rendre vers un groupe, vers le tableau si je vois pas ou si j'entends mal. Je suis pas cantonné à un endroit. Ce projet financé par des fonds publics est une première en Europe. Il est une illustration de toutes les possibilités et des espoirs que la robotique de service concentre aujourd'hui. Par service, on entend des robots aussi utiles à la maison, dans les transports, dans l'agriculture ou en entreprise. Ces machines représentent un marché estimé à 21 milliards de francs, peut-être 6 fois plus dans 4 ans. Voilà, alors là on a rendez-vous pour une interview avec quelqu'un qui est dans les allées du salon, qui va avec ce robot. Facturé 18 000 francs, ce robot s'appelle BIM. En plus de la visite de salon ou de musée, lui a été pensé surtout pour les grosses sociétés. Celles où il faut communiquer chaque jour, de Tokyo à New York ou de Paris à Rio. Quand vous avez besoin de parler à une personne, vous vous connectez sur votre machine et vous allez voir la personne comme si vous étiez présente en fait. Ça a aussi un intérêt lorsque vous avez des choses à inspecter, comme par exemple une chaîne de production. Le dernier champ où les robots de service se multiplient est celui des personnes âgées dépendantes. Surveillance en cas de chute, contrôle sur les médicaments, consultation à distance, ils représentent une solution au vieillissement de la population. Leur généralisation passera par la réduction de leur prix, ce que les fabricants affirment être certains de réussir. Alors avec nos 2 invités en plateau, on va parler des robots, mais pas seulement. Donc avec nous sur le plateau du 64 minutes, d'abord Sharon Peperkamp, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directrice du département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Vous êtes une spécialiste de l'apprentissage du langage. Le jour où les robots se mettront à parler comme nous, on va en parler dans quelques instants. Aussi avec Jean-Claude Eudin, bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Claude Eudin, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Ça concerne entre autres bien sûr les robots qu'on vient de voir et toutes les créatures artificielles. Vous êtes aussi directeur de l'Institut de l'Internet et du multimédia. Alors d'abord Sharon Peperkamp, pour reprendre le titre de cette nuit des sciences de l'École normale supérieure, il est marqué Nuit des sciences de point ébullition au pluriel. Est-ce que par exemple les sciences cognitives dont vous vous occupez, c'est une science aujourd'hui en ébullition? Tout à fait, oui. Et pourquoi? Les sciences cognitives étudient l'esprit humain. Ça comprend des thèmes aussi variés que la perception, le langage, les raisonnements, la conscience, la prise de décision. On fait des progrès dans ces matières-là. On fait énormément de progrès et ce qui est bien, ce qui est formidable dans les sciences cognitives, c'est une vaste entreprise interdisciplinaire. Donc par exemple dans mon département, il y a des philosophes, des linguistes, des psychologues, des ingénieurs, des neuroscientifiques et j'en passe. Alors à quoi sert la science dans votre domaine? Par exemple, justement, c'est à nous dire d'où vient le langage. Comment on apprend une langue? Vous avez fait des expériences d'ailleurs très intéressantes avec des bébés. Oui, bon, un petit peu plus généralement. Donc le but des sciences cognitives, c'est étudier les grandes fonctions cognitives chez l'adulte, mais aussi donc son développement chez les bébés. Cognitif, c'est-à-dire d'apprentissage de la connaissance. Oui, et donc ce que je disais, la perception, les raisonnements, le langage, etc. Et donc on étudie aussi leur développement chez le bébé, ainsi que les problèmes de dysfonctionnement, par exemple, chez des patients qui ont une lésion cérébrale ou chez des enfants qui ont des troubles du développement. Et alors vous avez constaté que les enfants, d'ailleurs tout le monde le sait, ils ont une capacité à apprendre les langues étrangères qui est incroyable. Donc ils ont une souplesse de leur cerveau. Comment on explique ça d'ailleurs? Déjà, l'apprentissage de la langue maternelle, c'est complètement fantastique, époustouflante, parce que évidemment, les bébés, ils commencent à parler autour de 12 mois, mais on ne leur a pas appris explicitement qu'est-ce que c'est que le langage et qu'est-ce que c'est que leur langue maternelle. Donc ils apprennent tout ça spontanément. Pourquoi le cerveau d'un bébé apprend plus facilement une langue que le cerveau d'un adulte? Parce que il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le bébé, il est
biologiquement programmé, on peut ainsi dire, pour apprendre sa langue. Et une fois qu'on a appris une langue, il y a des interférences, par exemple, quand on apprend une deuxième langue, il y a déjà une première langue qui prend la place. Mais ça, c'est vrai aussi pour un adulte. Pourquoi justement le bébé... c'est ça d'accord. Oui. Parce que pour le bébé, c'est un peu pareil. Mais bon, c'est un petit peu graduel. Si le bébé apprend les deux langues dès la naissance, en parallèle, alors effectivement, il est parfaitement capable de les apprendre comme... Et il ne mélange pas les deux langues. Il ne mélange pas. Oui. Alors, est-ce que les robots, un jour, ils parleront comme nous ? En parler, il parle déjà. La synthèse de voix et un système aujourd'hui marche assez parfaitement. C'est plus difficile de reconnaître. C'est-à-dire la reconnaissance du langage humain, surtout s'il y a plusieurs personnes. On parle de langage multilocuteur et qu'il y a du bruit. Alors là, on commence à atteindre les limites des systèmes. Mais il y a de grands progrès qui sont faits dans ces domaines-là actuellement. Comment on apprend une langue à un robot ? On met simplement dans son cerveau ordinateur une série de mots et puis il va les chercher à la demande. Comment ça fonctionne ? Alors il y a deux choses. On programme aujourd'hui un robot, donc on utilise du coup un langage qui n'est pas le langage de l'homme, qui est le langage de la machine, et on va lui programmer un certain nombre de comportements. Et parmi ces comportements, on peut essayer, et donc ça fait partie des travaux de recherche, d'ailleurs en sciences cognitives et en intelligence artificielle, comment peut-on faire apprendre à un robot, par exemple, à s'adapter à une situation pour laquelle il n'a pas été prévu, ou même à créer de nouvelles programmations dans son cerveau électronique, avec des techniques aujourd'hui qu'on commence à peu près à maîtriser, mais on est au balbutiement de cette partie-là. Et là, par exemple, on peut parler de ce que vous venez de nous dire, d'intelligence artificielle. C'est ça l'intelligence artificielle, ou c'est beaucoup plus que ça, mais c'est ça aussi ? L'intelligence artificielle, c'est une discipline qui est née juste après la Seconde Guerre mondiale, et donc elle est dans l'histoire des sciences, elle est relativement récente. C'est une jeune pousse, si on peut dire. Elle a subi pas mal de revers également, au fur et à mesure mais elle a beaucoup d'avenir devant elle, et les applications sont devant nous encore. On est à peine au début de cette histoire. Alors, en préparant l'émission, je voyais que vous avez écrit, d'ailleurs on va voir peut-être un de vos deux livres, il faut signaler que ce sont des e-books, donc ce sont des livres numériques. Oui. Voilà, j'en ai écrit en papier classiquement aussi, mais maintenant je me consacre plutôt à l'écriture sur les e-books. Dont un qui s'appelle Immortalité numérique, ce qui veut dire que la science va nous permettre, entre guillemets, de devenir immortels. Alors j'irai pas jusque-là, mais en fait, l'immortalité, c'est un territoire qui était autrefois réservé aux religions, et on s'aperçoit en particulier depuis certaines années, mais pas simplement dans le domaine du numérique avec l'intelligence artificielle et les robots, mais en médecine régénérative, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, que ce territoire de l'immortalité, il est plus uniquement celui de la religion, il entre dans le domaine de la science. Et qu'est-ce qu'on appelle l'immortalité numérique ? Qu'est-ce que vous appelez l'immortalité numérique ? L'immortalité numérique, c'est par exemple aujourd'hui quand on sort sur Internet, on like, on aime des choses sur Facebook, on laisse un ensemble de traces, on laisse tout un ensemble d'informations sur Internet, et un certain nombre de chercheurs imaginent qu'on puisse un jour regrouper l'ensemble de ces informations sous la forme d'une entité qui pourrait perdurer après notre mort. Donc de se mettre cette manière, une espèce de fantôme numérique qui nous survivrait et qu'on pourrait, pourquoi pas, dans certains films de science-fiction, interroger. Nos petits-enfants pourraient nous interroger pour savoir ce qu'on pense, par exemple, de telle situation. Donc ça, c'est à peu près envisageable aujourd'hui de faire ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est vivant, mais recréer finalement sur une machine un avatar et un programme capable d'échanger, c'est tout à fait envisageable. L'intelligence artificielle, ce sont des domaines que vous étudiez aussi ou... Oui, ça fait partie des sciences cognitives. En fait, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit, que l'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche relativement récent. Et effectivement, c'est vrai que les avancées ont été énormes. Mais il faut se rappeler aussi qu'au début, dans les années 50-60, on pensait qu'on aurait résolu le problème de l'intelligence humaine 20 ans après. Et ça s'est avéré totalement faux. En fait, finalement, le cerveau, c'est l'organe qu'on connaît le moins. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne puisse s'imaginer. Du point de vue des sciences cognitives, je pense que le défi principal, c'est pas tellement de construire des machines qui sont capables de simuler les comportements humains, mais de construire des machines qui sont capables de les développer d'elles-mêmes, tout comme le fait le bébé. D'accord. Donc la machine, en fait, servirait à reproduire une autre machine
C'est ça que vous dites? Ce serait comme ça fonctionne déjà dans des usines où les machines, en fait, on voit des usines. Parfois, on rentre dans une usine aujourd'hui de fabrication de voitures, par exemple, il n'y a plus un être humain, quoi. Tout se fait pratiquement mécaniquement. Enfin, il y a quand même des êtres humains. Oui, mais de moins en moins. De moins en moins sur les tâches qui sont les plus répétitives et qui sont les moins gratifiantes, finalement. C'est ça un petit peu l'enjeu de la robotique. C'est essayer... Mais c'est que ça, ou est-ce qu'il y a une autre ambition? Est-ce que c'est simplement de prendre la place de l'homme pour des tâches difficiles, particulièrement pénibles, ou il y a plus que ça? Tout dépend à qui on pose la question. Si on pose ça aux scientifiques ou à un certain nombre de personnes, je pense qu'il y a une volonté de remettre l'homme au centre de ce type de recherche et pas être dans une finalité où finalement le robot est là juste pour nous remplacer et on oublie l'homme dans cette histoire. Donc ça c'est une des grandes questions, je dirais, éthiques aujourd'hui. On doit remettre au centre l'homme, et quand on envisage la robotique, c'est évidemment pas pour remplacer dans un but de profit accéléré, mais c'est justement pour essayer de nous aider dans notre vie quotidienne. Mais c'est quoi la limite du développement des robots? Est-ce que, pour poser ma question autrement, est-ce qu'on doit avoir peur des robots? Est-ce qu'un jour les robots nous égaleront? Est-ce qu'un jour les robots nous dépasseront? On n'en est pas là. Il y a quelque chose qui est très proche d'un robot aujourd'hui, ça s'appelle une voiture. Certaines voitures haut de gamme sont bien plus sophistiquées que certains de nos robots de laboratoire. Et on se pose pas la question, est-ce que les voitures est-ce qu'il faut en avoir peur? Il faut en avoir peur si le conducteur est un fou dangereux. Donc les robots sont des machines qui sont construites aujourd'hui par des ingénieurs, et il y a peu de chances qu'elles nous sautent à la gorge. Maintenant, historiquement, il y a un passé, en particulier en Occident, où recréer la vie, essayer de recréer la vie, c'est banni, déjà par la religion et par tout un ensemble de points dans notre culture. Il y a des freins culturels. Il y a des freins culturels. L'autre aspect, c'est que c'est notre culture, je dirais aujourd'hui, les grands films, les grands livres de science-fiction, c'est beaucoup plus intéressant de faire des machines qui font peur et qui vont nous agresser scénaristiquement que de faire des machines amicales qui vont nous aider. Et donc tout ça donne au bout du compte une vision du robot relativement négative. Quand je disais est-ce qu'il faut avoir peur des robots, je vous entendais dire on n'en est pas là parce que on n'en est pas à des robots intelligents, on va dire. Oui, c'est exactement ça. Mais évidemment, je peux pas regarder dans l'avenir, je peux pas prévoir les développements qui vont y avoir. Ouais. Donc parce que je pensais, il y a une série pour l'instant qui passe, Real Humans, où on voit en fait des robots qui ont une apparence, ils sont des acteurs, donc ils ont une apparence humaine, et ils interfèrent avec les humains. Est-ce que c'est ce type d'humain de robot quasi humain, est-ce que c'est quelque chose qui arrivera? Actuellement, à relativement court et moyen terme, je ne pense pas. Parce que reproduire l'apparence, oui, on y est déjà, on est capable de faire ces apparences. D'ailleurs, dans la série, l'apparence des U-bots, puisqu'ils s'appellent comme ça, sont très proches de certains projets de robots japonais et qui leur ressemblent. Maintenant, au niveau des comportements, non, on n'y est pas, on y est absolument pas. Alors, oui. Bon, par exemple, prenons le cas du langage. On voit maintenant, par exemple, les services de traduction de Google, ça marche pas si mal, mais il y a des tas de choses qui sont complètement hors capacité. Voilà, où le cerveau humain est irremplaçable. L'ironie, les jeux de mots, les métaphores, le sarcasme, tout ça, c'est. Alors, je précise que cette nuit des sciences a commencé à 17h heure de Paris. Elle va continuer jusqu'à 3h du matin. Vous y serez. D'ailleurs, vous y allez en sortant de ce studio. C'est rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement. Pour ceux qui sont à Paris, allez-y. Et puis, je signale d'ailleurs que l'ENS, donc l'École Normale Supérieure, et TV5 Monde vont partager cette nuit avec le plus grand monde, donc grâce au plateau Web TV de 21h à 23h30 qui sera animé par Mohamed Kassi. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de tv5monde.com. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup.